À nouveau, bonsoir à tous. Euh, je souhaitais, dans le cadre de cette présentation, mettre en avant un promoteur particulièrement innovant avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. Donc, Édouard, est-ce que vous êtes là? Oui, Oui, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez? on vous entend, c'est parfait. Est-ce que vous Alors, me voyez? Je ne sais pas, voilà. Tac. Vous me voyez? on vous voit. Donc, l'idée, dans un premier temps, Édouard, c'est que vous puissiez présenter qui est Valoptime, et puis Oui, je déroulerai des slides de présentation voilà. pendant ce temps-là. Donc, Valoptime, on est promoteur, on va dire, de petite taille, puisque on est loin derrière les 30 premiers. On produit entre 200 et 300 logements l'an. On cherche à construire que des petits immeubles, je dirais à taille humaine, le plus grand faisant 50 lots. Dans cet esprit-là, on a cherché à avoir une démarche extrêmement tournée sur l'environnement, en réintroduisant de la faune et de la flore dans toutes les constructions. Alors même si c'est hors sujet, ça fait partie d'un concept que l'on a développé qui s'appelle My Woodloft, où bien évidemment les constructions sont, si possible, 100% bois. Et derrière, en fait, on vient ajouter effectivement tout ce que je vais appeler moi, dans mon jargon un peu plus vulgarisé, de la domotique. Et, euh, et tous ces immeubles sont connectés. Ils sont connectés à la fois grâce au partenariat qu'on a avec Julien, et je m'en félicite parce que c'est une chance pour eux de travailler avec nous, c'est une chance pour nous de les avoir comme fournisseurs partenaires sur toutes nos opérations. Euh, donc, les connexions et les applications sont sur l'électricité, sur la gestion alors, au travers des produits du type les Tatmo, le Grand, on gère également les fluides d'énergie. On va également aller mettre d'autres choses dans nos immeubles, comme les boîtes aux lettres de chez Brigme qui permet d'ouvrir à distance euh, des boîtes aux lettres pour une livraison. Aujourd'hui, on vit pas mal dans le monde de la livraison. Et accessoirement, pour être le meilleur vendeur ou revendeur de ce que l'on utilise, j'ai demandé aux équipes d'Innovative Building de venir dans une maison dans laquelle je suis en location, mettre l'intégralité de ce que nous mettons dans les appartements pour être un utilisateur averti de tout ça. Et je dois dire que aujourd'hui, j'en suis ravi et je suis content de pouvoir être l'ambassadeur de cette technologie qui apporte un vrai service plus et que nous, on destine en dehors des problèmes de modernité à une meilleure gestion de l'énergie et un confort de vie euh, qui est extrêmement qualitatif. Et les gens qui nous achètent des appartements sont très sensibles de s'apercevoir que on n'est plus dans l'ère du gadget de domotique comme ça pouvait exister il y a quelques années et qu'aujourd'hui on est dans un vrai système de nœuds, de communication. Voilà, donc les applications sont également aussi, alors je prêche pour ma paroisse, mais un vidéoportier qui me permet d'ouvrir la grille du jardin à distance, etc., etc. Je pense que les gens qui m'écoutent connaissent un bon nombre d'applications, mais effectivement, aujourd'hui, c'est fondamental pour nous démarquer. Voilà. Et pour ce qui est de la gestion de l'énergie, un dernier mot, bien sûr, des pompes à chaleur quand on peut le faire, mais sur le bâtiment que l'on voyait il y a quelques instants à Montreuil, en fait, on a mis des cellules photovoltaïques sur le toit. Ces cellules photovoltaïques viennent nourrir une batterie qui est dans l'immeuble. Alors, c'est un immeuble qui est en cours de construction, donc viendra. Et cette batterie va alimenter l'électricité des parties communes, mais également l'électricité pour l'ascenseur, qui est à récupération d'énergie. Et lui-même, lorsqu'il se déplace et qu'il perd son énergie, il vient recharger ses batteries. Voilà des applications. Alors, on sort un petit peu enfin, des aspects connectés, mais c'est quand même important parce que c'est la gestion de l'électricité et donc on n'est pas très, très loin.
Et Voilà, pour je vous, sais pas Edouard, si... du coup, le connecter, le smart home, ça fait sens, ça va être dans un aspect euh, de modernité plus large et dans l'idée que vous faites de logement avec une vraie valeur ajoutée au sens large, quoi. C'est une des composantes de ces nouveaux logements Oui, que vous souhaitez construire. oui, il y a bien sûr le premier mot qui vient, c'est modernité. Le deuxième mot qui me vient, c'est environnement, gestion de l'énergie, pouvoir ne pas gaspiller de l'énergie en fermant ses lumières quand on est au bureau parce que ses enfants ont oublié de les éteindre, etc. Alors tout ça peut se programmer, mais c'est aussi un confort de vie, effectivement, à titre personnel. Et donc c'est des choses que l'on sait réexpliquer à nos clients. Ben, quand j'arrive chez moi et grâce à vous, eh bien en fait l'éclairage du jardin se met, s'éclaire. Le salon, j'arrive pas dans un truc qui est tout noir. Il y a quelques points d'électricité qui s'allument parce que mon téléphone est détecté. Aujourd'hui, c'est fondamental pour nous d'avoir ça en plus pour se démarquer, mais également d'être l'utilisateur pour pouvoir en parler aussi librement que je vous le fais. Merci beaucoup, Edouard, pour ce témoignage. Euh, C'est un plaisir. en synthèse de notre collaboration, et pour faire le lien avec le label R2S, la manière dont Innovative and Smart Building travaille sur les programmes de Valoptime en amont, euh, c'est de réussir à ancrer ces installations domotiques dans une notion de durabilité pour faire en sorte, comme le présentait tout à l'heure François-Xavier comme Philippe, on est sur des objets en smart home et sur des technologies qui évoluent très rapidement. C'est pour ça que lorsqu'on travaille avec Valoptime, on passe beaucoup de temps à définir un certain nombre d'usages en se disant que le moment où l'opération et le programme sera livré aux acquéreurs, on puisse venir mettre en place les équipements qui sont les plus récents ou les plus adaptés par rapport au timing de la livraison. Parce que ce qui se passe en général, c'est que les cahiers des charges avec des prescriptions techniques, quand on travaille de manière un peu traditionnelle, eh ben, on définit des produits. Sauf qu'entre le moment où un DCE sort et puis le moment où un chantier est livré, ben, souvent il peut se passer 3, 4, des fois 5 ans. Donc l'enjeu et l'intérêt pour nous d'avoir comme guide le cadre R2S résidentiel que Veritas définit, c'est de pouvoir ancrer un certain nombre de services et de solutions autour de ces usages plutôt que de rester sur une description très figée dans le temps d'un produit précis. Donc c'est autour de ces usages qu'on essaye de faire. Enfin, notre engagement, c'est de réussir à poser le produit le plus moderne, le plus à la page, dans le cadre et dans le ratio qualité-prix qui a été convenu avec le client pour que ces services-là soient fournis aux acquéreurs. Le cadre R2S, il nous permet de garantir ça, et puis il nous permet de l'autre côté de garantir que une fois les logements livrés, à la fois le syndic de copropriété comme les acquéreurs pourront, au fur et à mesure de l'évolution dans le temps, rajouter les services qu'ils souhaitent faire. Donc là, dès le début des programmes chez Valoptime, il y a par exemple, vous en avez parlé, Edouard, les boîtes aux lettres connectées. On peut imaginer demain que la connexion avec le réseau de voisinage autour des programmes qui a été développé par la ville puisse être intégrée dans le bâtiment. Ben, ça, ce n'est pas une option qui est mise en place à l'opération, parce que ça n'existe pas forcément ou parce que le choix a été fait. Mais l'idée, c'est bien de dire la manière dont on installe et dont on pose les équipements permettra très facilement à ces autres services de pouvoir se greffer sans grands travaux complémentaires. Donc voilà, nous sommes à votre écoute et prêts et disponibles à répondre aux questions des uns et des autres. François-Xavier, si tu as des questions déjà toi, dans un premier temps, et puis après... Ouais, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Edouard, hein. C'est vraiment très, très intéressant d'avoir le témoignage voilà, de gens qui ne sont pas comme nous, immergés au quotidien dans le smart building, et d'avoir des gens qui, eux, ont une vision beaucoup plus globale, qui sont en direct avec les consommateurs, etc. C'est quelque chose qui est très enrichissant et je pense très crédibilisant pour notre démarche. Donc après,
le chemin est long. Hein. Vous avez, vous, un allié. Je pense que tous les promoteurs n'ont pas trouvé un allié comme vous avez pu le trouver avec Julien. Mais l'idée, et c'est un peu ce que je voulais montrer là dans ce slide, c'est de faire en sorte que globalement, on accompagne tous vos confrères. C'est-à-dire que là, on parle des promoteurs, mais encore une fois, il y a la même discussion avec les syndics, la même discussion avec les bailleurs. Il y a un changement. Tout le monde sait qu'il faut affronter ce changement, mais comment j'aborde ce changement? Donc, on a 3 niveaux de réponse. On a un premier niveau qui est ce qu'on appelle, nous, les AMO, hein, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vont accompagner les maîtres d'ouvrage dans la réflexion. Là, on est en toute indépendance sur l'analyse des programmes, l'analyse des opérations en cours, et on va définir c'est quoi la stratégie de ce maître d'ouvrage sur cette dimension technologique qu'est le smart building. Et ça, à toutes les étapes du projet, hein, que ce soit en conception, soit en phase réalisation, même à la réception, on a besoin d'experts indépendants qui vont vérifier que ce qui a été initié au départ, ce qui a été écrit au départ dans les cahiers des charges, est bien livré et mis en œuvre et compris par le consommateur. Le deuxième niveau, et ça c'est le profil de Julien, hein, c'est quelqu'un qui va être le garant de la bonne exécution de ces systèmes. C'est-à-dire que vous savez comme moi qu'il y a plein de solutions sur le marché, il y a plein de possibilités de faire n'importe quoi. Donc, il faut des intégrateurs de confiance qui ont l'expérience, qui ont l'expertise et qui, sur la base d'un cahier des charges précis, va pouvoir délivrer des projets de qualité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paramétrage, la configuration du réseau, la notion de cybersécurité, la notion d'accompagnement à la prise en main. Ça, c'est des métiers, des nouveaux métiers hein, qui apparaissent et qui permettent de rassurer la maîtrise d'ouvrage sur la réalité de ce qui va être déployé dans leur bâtiment. Et puis, là, on est encore peut-être dans la prospective, mais on peut imaginer assez rapidement, au fur et à mesure du développement de ce marché de logements connectés, une nouvelle dimension, ce que nous on appelle des opérateurs de services smart, c'est-à-dire des gens qui vont être en mesure, au fil du temps, donc ça peut être l'intégrateur, mais ça peut être tout type d'intervenants aujourd'hui dans le bâtiment résidentiel, qui gère l'énergie, qui gère le contrôle d'accès, qui gère différentes fonctions déjà dans le bâtiment, et qui va être l'interlocuteur de la copro ou du bailleur sur toutes ces dimensions smart building d'un bâtiment. Donc, portés par R2S, ces 3 métiers peuvent travailler parce qu'ils ont un cadre de référence commun, ils peuvent accompagner la réflexion, accompagner la réalisation et puis accompagner cette installation au fil du temps. Alors, avant je pense, de passer à la suite, effectivement, comme tu le disais, Julien, je pense que ce serait intéressant de regarder un petit peu les questions. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait une question qui se posait. Je vais essayer de la retrouver. On parlait de Edge. Alors, globalement, hein, c'est peut-être une question un peu technique, mais en 2 mots, la SBA, ni Bureau Veritas d'ailleurs, n'ont la prétention d'imposer telle ou telle solution. On ne porte pas de solution de tel ou tel fabricant, on ne porte pas tel ou tel protocole de tel fabricant. On a défini des exigences, on a défini aussi dans R2S Connect différents niveaux d'interopérabilité et libre aux fabricants, libre aux éditeurs de solutions, libre aux intégrateurs de choisir les meilleures solutions, y compris au niveau de l'infrastructure d'une opération. Donc là, aujourd'hui, on est habitué, vous avez tous entendu parler de cloud, donc en gros d'objets connectés qui vont dialoguer avec un cloud, souvent le cloud du fabricant, et parfois dans un logement connecté, il y a plusieurs clouds de fabricants. Donc là, R2S vient simplifier tout ça en essayant de mettre un cadre un peu rigoureux dans la sélection des solutions, une convergence, c'est-à-dire que si dans le logement, il y a 5 applications différentes pour piloter son logement, c'est insupportable. J'imagine que Edouard, si on lui disait, on vous a installé de la domotique dans votre maison, mais il faut utiliser 5 applications différentes,
bah, Edouard ne serait pas là, il ne serait pas là à témoigner, il dirait c'est beaucoup trop compliqué votre truc. Donc c'est ça la démarche de R2S, c'est de faire converger tous ces systèmes vers un seul et même réseau, et puis éventuellement, quand c'est possible, vers une seule et même application pour que l'interface entre le logement connecté et ses utilisateurs soit relativement simple, voire ergonomique, voire intuitif. Ça, c'est un peu le rêve. Alors, pour répondre précisément à la question ici, c'est on peut baser nos solutions sur du cloud, et ça, Julien a plein de fournisseurs qui savent gérer des solutions sur le cloud. Et puis, de plus en plus, on voit des fournisseurs qui proposent des solutions plus ou moins locales. Alors, souvent, c'est une combinaison de cloud et de edge. Alors, pour les non-initiés, le edge, ça va être un serveur dans le bâtiment ou à proximité du bâtiment qui va stocker les données, piloter les fonctions vitales du bâtiment, même s'il y a une coupure Internet, tout continue à fonctionner, réduire la bande passante et donc l'empreinte carbone de ce bâtiment. Il ne faut pas oublier qu'on nous attend au tournant. Quand on met de la technologie dans un bâtiment, on voit bien, Edouard, il choisit du bois, il choisit des solutions qui vont être en accord avec le développement durable. Il n'est pas question avec le smart building de faire l'inverse. Donc, le edge peut être une solution pour réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment, et ça va dans le bon sens. Alors nous, SBA ou Bureau Veritas, je pense que Philippe dirait la même chose, on n'est pas là pour faire le tri entre cloud et edge. Ça, en général, ça peut être une combinaison des deux. Et puis, globalement, le choix, il est multiple, et nous, on respecte ça. De la même façon qu'on va respecter le type de câblage ou de non-câblage. On peut tout à fait déployer du R2S avec du Wi-Fi ou avec du courant porteur, avec du coaxial. Nous, du moment qu'il y a de l'IP, on est content. Il faut de la convergence IP, mais le support, ça, c'est libre au bureau d'études ou libre à l'intégrateur de choisir la bonne infrastructure technologique. Alors, une petite parenthèse sur ce point-là. On voit, on l'a vu dans d'autres régions, des initiatives, notamment de bailleurs sociaux, qui font appel à des opérateurs de services smart et qui vont déployer directement l'Internet pour les résidents. Donc ça, c'est un cas particulier, mais il est très intéressant, notamment dans le monde du bailleur social. C'est que globalement, R2S amène déjà la connectivité IP pour tous. Philippe l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas Internet, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone, pas de tablette, qui sont plutôt allergiques à la technologie. Pourtant, ils doivent être éligibles à ces services. Comment on fait? On peut leur amener Internet. Et là, on commence à voir aussi une logique de modèle économique. C'est-à-dire que plutôt que de demander à tout le monde de payer 30 € leur Internet, pourquoi pas globaliser dans les 30 € et Internet et les services smart de la résidence, voire les services smart du logement. Donc voilà une solution, une tendance qu'on voit aujourd'hui dans le bâtiment de logement. Et un argument commercial pour Edouard, ça peut être très bien dire que dans cette résidence, non seulement il y a des systèmes domotiques, non seulement il y a des services nouveaux, des services numériques, comme on parlait tout à l'heure des boîtes à colis ou des boîtes à lettres connectées, par exemple, mais il y a aussi Internet pour tous, inclus dans les charges. Donc voilà, c'est des pistes, mais l'intérêt de R2S, le Ready to Service, c'est une promesse presque d'imagination. Et c'est l'imagination d'Edouard, l'imagination de Julien sur leur projet qui vont permettre de créer des nouveaux services. Et puis, dans 5 ans, la CoPro, elle aura peut-être de nouveaux besoins. Et sur ce même réseau, on pourra facilement rajouter des nouveaux services. Alors, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Et je confirme ce que tu disais, François Xavier, effectivement, on n'a pas pour rôle de faire de la prescription à la place des concepteurs ou autres. Dans notre rôle, c'est simplement lorsqu'il y a une solution qui est proposée, c'est qu'elle soit très clairement explicitée, comprise, pour que chacun puisse décider en son âme et conscience, avec les avantages et inconvénients, voire même peut-être être sur une étape intermédiaire parce que le budget accordé sur cette opération-là ne permet pas de le faire immédiatement. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir se projeter sur l'avenir en se disant, eh bien, on ne le fait pas en une seule étape, on le fait en 2 étapes, en 3 étapes, et ça, c'est essentiel dans la démarche, d'où l'intérêt de cette interopérabilité et cette évolutivité potentielle.
Alors, n'hésitez pas, hein, je parle à tous les gens qui sont connectés à poser vos questions dans le chat. On va essayer d'y répondre. Alors, on verra qui y répond, puisqu'il il peut y avoir des questions plus ou moins techniques ou plus ou moins orientées vers Édouard ou vers Julien. Là, on a une question sur la notion d'onde électromagnétique. Bon, moi, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, hein. On ne fait pas, nous, de préconisation. Évidemment que quand on a le choix, en tout cas au niveau des AMO, des bureaux d'études, ou même des intégrateurs, on va plutôt privilégier des solutions filaires qui vont limiter les ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser, hein, qu'on peut réduire. On travaille sur beaucoup notamment de résidences seniors, de résidences pour personnes handicapées. Là, on parle de personnes hypersensibles au niveau notamment des ondes. Bon, bah ça peut être dans le cahier des charges quelque chose de très important, puisque sur cette résidence, l'objectif et le bien fondé du SMART, c'est par exemple de réduire la pollution électromagnétique. Bon, bah, on pourrait très bien imaginer d'avoir des smart buildings R2S sans aucun Wi-Fi, sans aucune onde et de système sans fil. Donc, ça, c'est au libre arbitre, hein, du bureau d'études et de l'intégrateur que de choisir des solutions qui vont être adaptées au cahier des charges du maître d'ouvrage. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toute une, j'ai passé peut-être un peu rapidement et Philippe tout à l'heure, mais il y a toute une famille de services sur les personnes fragiles. Ça, c'est une des 7 familles, hein, est basée sur tout ce qui est e-santé, maintien à domicile des seniors. Pourquoi pas, on n'a pas forcément de service qui touche les personnes électrosensibles, mais ça pourrait être un nouveau service, hein. On vous a présenté aujourd'hui une 50aine de services. On va avoir des nouveaux services hébergés. Donc peut-être que dans le catalogue des services R2S, dans la prochaine version, on aura un nouveau service sur la réduction des ondes électromagnétiques pour les personnes électrosensibles. C'est ça qu'on veut voir émerger en fait. Un ready to service, c'est bien de dire on renonce à imaginer les services qu'il y aura dans 5 ans ou dans 10 ans dans nos résidences, on n'en sait rien, on met l'infrastructure qui va bien, on donne confiance aux occupants avec quelques services de base qui fonctionnent bien, qui sont fiables et sécurisés. Et puis, au fil du temps, on espère que les bailleurs ou les syndics, pourquoi pas les copros, etc., s'emparent de ça parce qu'elles ont confiance dans les premiers services. Elles disent, bah, on a maintenant le besoin, par exemple, de recharge de véhicules, de recharge de vélos, de recharge de tout type de véhicules. Eh bien, comment on intègre ça, non pas sporadiquement, et chacun fait ce qu'il veut, mais un point de vue global, un service global avec un opérateur de recharge de véhicules qui va se plugger à ce réseau R2S et qui va facilement déployer pour tous les résidents un service de recharge de véhicules avec la possibilité dans le logement, par exemple, d'afficher le taux de recharge du véhicule ou de le mettre en priorité dans le cycle de recharge, etc., etc. Donc là, c'est pour ça que je parlais d'imagination tout à l'heure. En fait. C'est parce qu'on a un cadre qui est solide et qui est à tous les niveaux du bâtiment qu'on va voir apparaître des nouveaux services. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question pour Julien, du coup, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un peu toute la chaîne de représenter. Là, on a le promoteur, on a son intégrateur et on va dire son conseiller. Comment vous voyez les choses, hein? Je sais que vous êtes en pleine réflexion sur différentes résidences sur R2S. Comment on aborde ça? Comment on se fait accompagner par Bureau Veritas? Et peut-être quelles sont les difficultés que vous rencontrez, hein, parce qu'on n'est pas là pour dire que tout est rose et que le R2S va se déployer comme ça en quelques mois. Il faut du temps. Et moi, je suis preneur, hein, de retour d'expérience de vos projets pour peut-être partager ça avec tout le monde et puis petit à petit améliorer ce label. Alors, pour répondre à votre question, en fait, aujourd'hui, les gens ont digéré, si je peux me permettre, l'aspect modernité et domotique. Ils ont compris que c'était des choses qui fonctionnaient.
Effectivement, assez souvent, ce problème de santé et donc d'ondes ressort. On n'a pas aujourd'hui de véritable indication ou contre-indication sur, mais tous les constructeurs de téléphones vous disent effectivement, c'est mieux d'utiliser une oreillette. Donc, on se doute que c'est pas super. Pour y pallier, on est en train, avec Monsieur Darouche, le directeur d'exploitation, qui s'occupe de toute la partie technique, de concevoir nos immeubles exactement comme ceux que vous avez indiqués. Donc, en faisant une distribution à l'intérieur du bâtiment par du courant faible distribué. Pour diminuer ça, et effectivement, c'est à peu près le seul frein que l'on a. Et ça ne concerne pas que les personnes d'un certain âge qui sont réfractaires au truc, parce qu'on arrive commercialement sans difficulté à séduire, y compris les gens de la génération du dessus, si je puis dire, parce qu'ils s'aperçoivent avec toutes les applications que l'on a, enfin le côté applicatif, pas application, que ça peut rendre un grand service. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, et pour rentrer un peu dans ta question, François-Xavier, en fait, les difficultés qu'on rencontre sur les opérations existantes par rapport au label, c'est que d'une certaine manière, les fabricants aujourd'hui ou les éditeurs d'applications n'ont pas forcément fait en amont de leur côté la démarche. Est-ce que la manière dont on conçoit nos produits ou est-ce que la manière dont circulent les données dans nos applications sont compatibles avec ce cadre que présente le label? Du coup, ça demande un petit peu aujourd'hui de faire cette première itération avec chacun des fabricants pour essayer de comprendre et d'identifier si tel opérateur, du coup, respecte bien ce que le label définit comme étant sécurisé, fiable, stable, etc. Donc, d'un côté, c'est pas forcément lié d'ailleurs au fait que les opérations aient été lancées en avance de phase, c'est plus que comme le label se lance, les fournisseurs aujourd'hui n'ont pas rodé leur réponse en fait aux interrogations que pose le label. Et d'un autre côté, sur les opérations qui pour le coup sont déjà lancées, c'est qu'il y a certaines options. Le label, pour ceux qui nous écoutent, en fait, donne des étoiles en fonction d'un certain nombre de services qui sont disponibles sur l'opération qui est en train d'être construite. Donc il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction du nombre de services et en fonction des nombres de familles de services. Ce qui fait qu'il y a aussi un équilibre financier sur les opérations qui ont déjà été lancées, qui font que parfois, pour avoir la première étoile ou la deuxième étoile, il faudrait pouvoir rajouter un certain nombre de composants d'applications de services. Et du coup, ça crée, en arrivant un peu après, on va dire, que le projet soit monté financièrement, des sujets de financement de ces étoiles-là. Ce qui fait que la démarche que l'on a avec Valoptim sur les 2 opérations sur lesquelles on travaille et qui ont déjà été lancées et qui ont été montées avant que le label existe, et Philippe le disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que R2S, c'est un peu un chemin. Donc, on met en place les étapes qui font que le chemin va sur la bonne voie. On n'est pas forcément à ce stade précisément au rendez-vous qui est attendu dans le cadre du label parce que ces projets ont été lancés avant, quoi. Oui, pour compléter, Julien, ce que le label apporte, c'est que le label apporte une réflexion transversale et se porte une question de comment est-ce que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne se posait pas de questions, mais ça veut dire tout simplement que les habitudes dans le monde du bâtiment est d'avoir plutôt des solutions qui sont très en silo, où on ne communique pas nécessairement d'un corps d'état technique à un autre corps d'état technique. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on a des données, ces données-là, elles n'appartiennent pas plus à l'électricité qu'elles n'appartiennent pas plus au chauffage. Ce sont des données qui peuvent être mutualisées pour apporter un service adapté, je dirais, à l'usage qu'on veut en faire. Donc aujourd'hui, on a une vision qui est beaucoup plus large que le technique et ça, c'est bien la data qui nous l'apporte et c'est bel et bien ce chaînon manquant qui manquait jusqu'alors. C'était cette vision transverse, fédérée sur un réseau, une administration qui est réfléchie pour que le bâtiment devienne plus facile à vivre, le bâtiment devienne beaucoup plus facilement, beaucoup plus facile à manager d'un point de vue de la gestion des énergies notamment.
Alors, peut-être avant de repasser à d'autres questions, alors je vois juste une question en même temps qu'on parle sur l'agressivité des ondes. Ouais. Donc là, il y a un vrai sujet, peut-être qu'on pourra réfléchir, Philippe, hein, sur un service sur cette partie ondes, c'est vraiment intéressant. Et puis là, je vois du lien avec la maquette numérique. Enfin, il y a plein d'idées. Nous, on considère qu'à partir du moment où tout ça s'est relié sur un même réseau IP, on va pouvoir faire plein de choses dans ce bâtiment. Alors peut-être, Philippe, je ne vois pas de questions, mais d'habitude, dans toutes les régions, on a des questions sur le modèle économique du label. Avant de te passer la parole sur je dirais les budgets, la façon dont on chiffre un label R2S, je vais dérouler mes 2 derniers slides et puis ça donnera le temps à ceux qui le souhaitent de poser leur dernière question. Alors, je voulais juste partager avec vous un peu les ressources, hein, notamment pour les membres de l'ASBA. Vous avez en ligne plein de ressources, hein, qui sont à votre disposition pour mieux comprendre le label, pour mieux le proposer sur vos projets, avec, vous voyez, des notions de logo, de glossaire. Alors, j'ai vu cette semaine qu'il y avait un nouveau logo, hein, qui était disponible avec un facsimilé. C'est tout ça à votre disposition pour pouvoir vous avancer en interne sur cette dimension-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de ressources aussi en ligne, hein, donc il y a tout un ensemble de vidéos sur le site de la SBA ou sur le site de Bureau Veritas. Donc ça, vous pourrez regarder, hein. Vous aurez sur le site de la SBA tous ces supports et tous ces liens. Et puis, ces différents événements, hein, donc on continue notre tour de France pour les prochaines semaines dans différentes régions. On a la semaine prochaine un webinaire avec le Medi Libre sur d'autres dimensions du logement connecté. Alors, l'avant-dernier point, là, vous le voyez, on rêve encore, hein, d'un événement physique à la mi-juin. Je crains qu'il n'ait pas lieu, mais bon, on peut quand même espérer réunir certains professionnels pour avancer tous ensemble sur ces réflexions. Et puis, pour tous ceux qui le souhaitent, on a lancé au niveau de la SBA Academy un certain nombre de modules d'évangélisation. Et ça, c'est des choses que vous pouvez déployer en interne dans vos organisations, hein. Si vous considérez que la résistance au changement ou l'accompagnement au changement doit se faire à travers des formations ou des sensibilisations, eh ben, il y a des modules au niveau de la SBA Academy qui sont à votre disposition. Vous avez ici les coordonnées donc, des gens qui sont intervenus ce matin, donc, ce soir, avec les coordonnées de Julien, les coordonnées d'Edouard, les miennes et celles de Philippe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, voilà, il nous reste quelques minutes, si vous le souhaitez, pour terminer sur différentes questions. Donc, Philippe, si tu peux nous répondre, hein, sur la partie voilà, chiffrage d'un label, comment on s'adresse à toi, quelles données tu as besoin pour chiffrer un label? Comment on s'adresse à moi? Bon, bah, déjà, tu as rappelé le mail et je t'en remercie, c'est déjà le premier élément. En fin de compte, ton label, on va le chiffrer en fonction du temps que l'on va devoir accorder sur le projet. Alors, il y a plusieurs critères, bien entendu. Ça va être le nombre de logements, puisque vous l'avez compris tout à l'heure, on réalise un certain nombre d'essais fonctionnels sur le logement. Donc, il y a du temps à passer par rapport à cette maîtrise et de la maîtrise de la performance du logement. Donc le coût va être proportionnel au nombre de logements, au nombre de services également, mais aussi va tenir compte de la complexité du site sur le fait que l'on aura une colonne de communication, une infrastructure numérique, 2 infrastructures numériques, combien d'infrastructures numériques, comment est-ce que c'est administré, un peu de technologie pour regarder si le système va être simple ou complexe à examiner. Néanmoins, aujourd'hui, au regard de l'expérience qu'on a acquise sur les premiers projets pilotes, on peut considérer que si sur un projet pilote, on a une solution, une infrastructure numérique qui est euh, communément utilisée, avec une standardisation du protocole, un peu comme un système ISO où on aurait une colonne numérique qu'on viendrait intégrer dans un bâtiment avec un certain nombre de composants actifs prédéterminés, on pourrait considérer que le coût d'intervention serait nettement moindre par rapport à un bâtiment où on va tout découvrir au fur et à mesure du temps en matière de technologie, en matière de structuration.
parce que là, pour le coup, il y aura certainement des avaries, ou en tout cas des difficultés ou des risques appréhendés en cours de risque qui ne feront que, je dirais, se répercuter sur l'approche financière. Ce qu'on peut dire, c'est que sur des logements standardisés, avec des matériels qui permettent d'être fédérés sans trop de difficultés, on peut estimer qu'un logement, un bâtiment jusqu'à une cinquantaine de logements, on va avoir des coûts en fonction du nombre de services on va chiffrer ça entre 5 et 10 000 euros, sachant que comme dans tout projet, on sait que lorsque l'on est parti avec à l'origine 3 ou 4 services pour les parties collectives ou 3 ou 4 services pour les parties privatives, dans la majorité des cas, on a une augmentation des services qui va se faire et du coup, nous chiffrons maintenant par rapport à un bouquet de services davantage que par rapport à un nombre de services à l'unité tel qu'il est déterminé à l'origine d'un projet. Donc on arrive aujourd'hui à avoir un coût économique qui est, je dirais, beaucoup plus compétitif que celui qu'on ne l'espérait il y a 1 an. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc le label devient aujourd'hui à un coût totalement accessible euh, pour tout type de constructeur ou tout type d'exploitant. On n'est pas sur des schémas démesurés en matière de coûts financiers. Merci Philippe. Je prends une question de Laurent qui nous demande le lien avec l'exploitation. Alors, on ne l'a pas évoqué, hein. On a mis dans le label tout un ensemble je dirais de recommandations en termes de gestion de projet, en termes d'AMO, en termes de compétences, en termes de rigueur dans la gestion du projet. Mais globalement, Noël, il faudrait couper votre micro parce que là, ça devient très difficile pour tout le monde. J'arrive pas à couper le micro, donc on va demander à Noël de faire moins de bruit. Donc, plutôt que pas de BIM exploitation, j'ai plutôt envie de parler de jumeaux numériques. On voit des promoteurs et des bailleurs qui sont en train de déployer sur leur patrimoine une logique du jumeau numérique. Et ça, je pense que ça servirait énormément la cause du R2S résidentiel et puis du logement connecté plus globalement. Alors, c'est quoi un jumeau numérique? C'est un peu l'avatar d'un bâtiment connecté sur lequel on va pouvoir effectivement avoir des fonctions d'exploitation, mais nous, on voit l'intérêt aujourd'hui en termes de déploiement. C'est-à-dire qu'on va préconfigurer les objets connectés de chaque logement en amont grâce à leur jumeau numérique. Et ça permet en fait, on parlait au départ de ce webinaire de massification, le jumeau numérique va permettre d'industrialiser le logement connecté. C'est-à-dire qu'on va permettre aux intégrateurs de travailler enfin dans de bonnes conditions, de moins bricoler et d'avoir dans une logique de jumeau numérique ou une logique après d'outils fournis par les fabricants qui permettent de déployer massivement des objets connectés, des solutions connectées pour je dirais, simplifier et rendre le process beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus fiable au final. Donc voilà, là, il y a des choses, mais ce n'est pas des choses qu'on a écrites noir sur blanc dans le label, ce n'était pas l'objet, mais on voit quand même beaucoup de liens sur nos projets avec ces jumeaux numériques. Dans le label, on a une option effectivement avec des points gagnants si le projet fait l'objet d'une maquette BIM sans plus de précision sur le fait que ce soit une maquette BIM telle que tu l'as décrit, le jumeau numérique, ou plus orienté vers l'exploitation future. En tout cas, là, le lien avec le BIM est déjà introduit. Alors, il y avait une question sur l'ASB Academy. Je remercie Solena qui a répondu. Donc, vous avez le lien là, sur l'ASB Academy. N'hésitez pas à consulter le site et à regarder un petit peu le contenu des 3 modules aujourd'hui qu'on a mis en place. On est en train d'en développer plusieurs autres, donc ça va s'étoffer. Il y en a notamment un, à mon avis, enfin il y en a 2 qui concernent aujourd'hui ce webinaire. Le premier, c'est sur les logements connectés. Donc, c'est une journée pour comprendre les tenants et les aboutissants aujourd'hui du marché du logement connecté. Donc, ça peut intéresser pas mal de gens ce soir, je pense. Et le deuxième, qui est un module plus technique, mais qui peut intéresser notamment les fabricants
et les éditeurs de logiciels ou les éditeurs de solutions, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de fabricants connectés. On a fait un module sur R2S Connect, c'est-à-dire sur l'interopérabilité des équipements. Et c'est ce que pointait Julien tout à l'heure. Hein. Il faut absolument que les fabricants fassent cette démarche d'auto-évaluation de leurs propres produits vis-à-vis de R2S Connect. Je rappelle, hein, R2S, vous l'avez compris, je pense, c'est un label de bâtiment. D'accord? Donc, on ne peut pas, en tant que fabricant, dire mon produit, il est R2S. Ça n'existe pas. C'est le bâtiment qui sera R2S. C'est ce que fera l'intégrateur des différentes solutions qui est à disposition qui feront que le bâtiment sera R2S ou pas. Par contre, pour faciliter le travail d'un Julien ou le travail de tous ses confrères intégrateurs, c'est que les fabricants et les éditeurs auto-évaluent leurs solutions et puissent directement répondre à Julien sur les API et le niveau d'API qu'ils mettent à sa disposition, sur le stockage des données vis-à-vis de RGPD ou vis-à-vis du Edge, etc. Ça, c'est une démarche d'auto-évaluation que les fabricants vont pouvoir faire et pouvoir eux-mêmes communiquer en disant « mon produit répond aux exigences de R2S Connect ». D'accord ? Donc ça, c'est une formation qui dure une journée et qui, à mon avis, devrait être presque indispensable pour tous les responsables techniques ou les responsables R&D des fabricants. Et c'est ça, en fait, hein, qu'on a voulu, nous aussi, développer à travers ce label R2S, c'est de tirer tout le monde vers le haut. Il n'est pas question de dire il y a tel ou tel fabricant qui n'est pas au niveau. Non, chaque fabricant a sa stratégie et nous, on la respecte. Dans les projets pilotes, on a vu des solutions qui étaient plus ou moins simples à intégrer dans un projet R2S. Donc ça, c'est la réalité du marché. Il y a des solutions qui sont très, très simples à intégrer dans un projet R2S. Et puis, il y a des solutions du marché qui vont être plus complexes à intégrer dans un projet R2S. Et ben, quand je dis tirer tout le monde vers le haut, c'est de faire en sorte que tous les fabricants aient intérêt à être dans ce simple à intégrer dans un projet R2S, parce qu'on parle de massification, on va avoir de plus en plus de bailleurs, d'aménageurs, de promoteurs qui vont dire, moi, 100% de mes logements vont être connectés. Certains vont même dire 100% de mes logements doivent être labellisés R2S. Ben, ça veut dire que les fabricants qui voudront répondre aux appels d'offres de ces projets devront être compatibles R2S Connect et s'intégrer facilement dans cette démarche R2S. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que R2S apporte vraiment le côté équité sociale, parce que quel que soit l'occupant, la nature d'occupant, qu'il soit propriétaire, qu'il soit locataire, qu'il ait les moyens ou pas de se payer une box, on est vraiment sur une équité sociale de ce point de vue-là, et qui permet à mon sens, ça devient presque la solution la plus rationnelle pour répondre aux obligations et aux engagements que les constructeurs ou exploitants doivent avoir en matière de transparence sur les économies d'énergie susceptibles d'être apportées, en tout cas la transparence sur les consommations d'énergie. Si effectivement cette information est dépendante de la nature de l'occupant, je pense qu'on sort des objectifs de la DPEB. Je suis d'accord. J'ai une question de Rémi là, qui est très intéressante parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a deux nouveaux phénomènes. Alors, il y a un premier phénomène. Édouard n'en a pas parlé, je ne sais pas s'il travaille sur ce type de projet, mais on voit beaucoup de promoteurs qui travaillent sur finalement des projets mixtes. C'est-à-dire il y a une partie commerce, il y a une partie petit tertiaire avec du coworking, et puis sur les étages supérieurs, des logements. Et donc là, on peut se poser la question de la superposition, là il parle de juxtaposition de plusieurs labels. Donc ça, c'est un travail qu'on devra faire. On a déjà quelques projets mixtes en cours, donc on verra comment ça s'articule, mais ce n'est pas forcément très pertinent, effectivement, d'avoir plusieurs labels pour une même opération. Donc on peut imaginer, puisque n'oubliez pas que les deux labels, hein, R2S tertiaire et R2S résidentiel, sont conçus sur la même base de socle technique. Hein, donc on pourrait très bien imaginer que le travail de Veritas et le travail de Certivea soient communs pour arriver à quelque chose voilà, d'acceptable au niveau financier, d'acceptable au niveau de la com, pour pouvoir dire ce bâtiment a des activités mixtes et il est labellisé R2S, non seulement au niveau des logements, mais aussi au niveau des parties tertiaires. On a aussi François-Xavier, ce qui est certain, par contre, c'est que le label R2S résidentiel, il rapproche
beaucoup plus les bâtiments de logement, d'une réversibilité éventuelle un jour pour devenir des bureaux, et vice-versa, parce que jusqu'à présent, les installations résidentielles étaient vraiment très, très différentes des installations de bureaux. Là, le fait d'avoir ces deux labels qui, OK, c'est vrai, sur le papier aujourd'hui, ont un nom différent, ça permettra en tout cas cette réversibilité dans un sens comme dans l'autre beaucoup plus facilement aujourd'hui, quoi. Et Absolument. même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, effectivement, la transformation d'immeubles de bureaux en logements est une pépite dès que les pouvoirs publics vont pouvoir se donner, enfin, ou nous donner les moyens de faire ces transformations, est une pépite pour résorber une partie de la crise du logement. Et donc, le fait de mixer de l'habitation avec des commerces, et je dirais aussi pour mélanger, parce qu'intellectuellement, c'est intéressant de mélanger les générations, d'y mettre aussi des résidences-services, est à mon avis fondamental. Et donc, effectivement, le label, il doit pouvoir être mixte ou mixé sans vouloir faire de jeu de mots. Et c'est l'actualité, hein, puisque hier, à l'Assemblée, il y avait des débats sur la réversibilité des bâtiments. Donc, il y a évidemment un énorme enjeu. Édouard l'a rappelé sur la mise à disposition de logements, y compris dans les centres-villes, etc. Et ça va passer par d'abord la loi. Donc, on attend quand même des choses qui vont faciliter ça. Et puis après, on pense que ces deux labels vont pouvoir simplifier et rapprocher ces propriétaires de cette réversibilité. Donc, ça va rassurer. Je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Maintenant, on ne se le cache pas, hein, il reste du travail. C'est-à-dire qu'on a raisonné tertiaire, on a raisonné résidentiel. Alors, dans le résidentiel, on a déjà raisonné service, type résidence-service pour seniors ou personnes fragiles. Dans le monde du tertiaire, on a déjà fait des bâtiments d'EHPAD et de résidence-service plus importantes. Donc, on a déjà, je dirais, aiguisé nos couteaux sur ces sujets-là, mais il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à des projets mixtes, voire des projets de réversibilité. Comment ça, concrètement, ça peut se déployer sur le terrain et avoir une réalité économique. Je pense qu'il y a un travail. Il n'est pas question qu'on paye 2 fois le label. Donc là, il y a des choses à inventer. Bon, voilà, la SBA, à la limite, pourra mettre ça sur la table, mais c'est aux certificateurs de réfléchir entre eux pour permettre cette réversibilité ou pour permettre des ponts entre eux. Par exemple, un bâtiment qui aurait été certifié R2S tertiaire et qu'un propriétaire voudrait facilement rendre R2S résidentiel. Bon, une grosse partie du travail a été faite, donc on peut imaginer que le label R2S résidentiel, dans ce cas-là, serait beaucoup moins onéreux que de partir de zéro. Donc voilà, je ne sais pas si Philippe a un sujet là-dessus, a une idée là-dessus, mais c'est un nouveau continent qui émerge. Je n'ai pas d'idée dans l'immédiat sur ce sujet, mais il est évident qu'il faudra s'adapter à la réalité avant toute chose. Et c'est cette souplesse que la SBA apporte. Et moi, je suis convaincu que dès lors qu'il s'agit d'un intérêt commun, même si aujourd'hui nous sommes 2 organismes de certification sur le sujet, je suis convaincu que demain, il y aura un intérêt convergent à apporter cette souplesse. Mais il est peut-être un petit peu tôt pour le définir aujourd'hui. On n'y va pas à pas. Nous, voilà, on veut d'abord installer le R2S résidentiel. On a du travail, on n'est qu'au début. Alors, Oui, on l'a pas dit, mais dans le process, on a terminé la phase pilote. Donc, on a la semaine prochaine la dernière réunion de commission qui va permettre de remonter et de témoigner sur cette phase pilote de tous les pilotes qu'on a mis en place l'année dernière pour, je pense, fin avril, tu me confirmes, Philippe, ou dans les prochaines semaines, avoir la version définitive du label sur laquelle on va pouvoir travailler et avancer maintenant beaucoup plus vite parce qu'on attendait la fin de la phase pilote pour déployer plus largement et pour communiquer plus largement. Oui, tout à fait. Par version définitive, on attend ça veut dire qu'on a récupéré pas mal de retours d'expérience sur les premiers projets. On a collecté des nouvelles demandes des maîtres d'ouvrage sur des services ou des besoins qui n'étaient pas encore exprimés. Et effectivement, cette V1 va vraiment être l'élément de référence sur les nouveaux projets. À compter de, on va dire, fin mai, logiquement. Enfin, fin mai, ce sera totalement déployé, mais fin avril, on aura
les premières pièces qui pourront être diffusées. Merci beaucoup, Philippe. Je vais laisser le mot de la fin à Julien, mais je tiens vraiment à remercier Édouard. Alors, j'ai vu, c'était assez fantastique parce que on a visité toute l'Île-de-France là. Il a fait quand même tout le webinaire au volant. Donc, j'espère que vous n'avez pas pris de risque, Édouard. Un dernier mot, si vous voulez. Non, ma voiture était statique, en fait. Ok, je vous voyais avancer. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez peut-être le mot de la fin avant de repasser la parole à Julien. La thématique est passionnante. La labellisation est gage de qualité, donc on est pour ce genre de démarche. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de la réversibilité des bâtiments. Il y a une crise du logement, mais ne va-t-il pas y avoir aussi une crise du bureau compte tenu de l'évolution des mœurs, l'arrivée du coworking, le télétravail? Les gens vont a priori faire des mouvements pour aller chercher des logements moins chers et plus loin et plus confortables et plus spacieux. Et donc, les entreprises vont devoir diminuer la quantité de mètres carrés qu'elles vont utiliser, notamment dans les grandes tours. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, le côté mixte de cette labellisation est fondamental, parce qu'elle doit être polyvalente. Merci. Merci beaucoup, Édouard. Julien, le mot de la fin. Merci Édouard, merci François-Xavier et merci Philippe pour ce webinaire sur les solutions connectées et le label R2S résidentiel. Donc la SBA, le pôle Île-de-France de l'SBA est très heureux d'avoir hébergé cette session. Nous sommes bien entendu tous à votre disposition pour pouvoir permettre à la fois aux promoteurs de se lancer dans la démarche et à la fois pour répondre aussi aux intégrateurs et aux AMO qui auraient éventuellement des interrogations sur le label, sur son déploiement au quotidien. Voilà, merci vraiment beaucoup à tous d'avoir participé et d'avoir suivi avec nous ce webinaire. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.